Je veux bien remercier mes collègues, Vinciane Pirenne, Patrick Boucheron et François Héran, qui nous ont aidés à bâtir ce colloque entre sciences du genre et genre des sciences. Donc la première journée, ce sera la place des femmes dans les sciences. Donc la première matinée, celle que nous allons écouter aujourd'hui, c'est l'état des lieux, en fonction de toutes les disciplines. Et puis, j'espère que... merci d'être venus tous, vous allez apprécier ces 2 journées. Donc le premier contribution est Yannick Lorty, professeur d'économie à l'université Gustave Eiffel, dans l'Est de Paris. Et c'est là le titre exact. Et les pénalités du genre à l'épreuve des tests par correspondance. Merci beaucoup Françoise Combe. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour leur invitation. Effectivement, on va commencer cet état des lieux par les sciences sociales, en particulier l'économie et la sociologie, qui produisent un très grand nombre de travaux sur ce qu'on appelle les études de genre, ou en tout cas qui prennent en compte le genre dans les études. Je vais donc ouvrir cet état des lieux par un panorama sélectif des travaux en économie et sociologie contemporains autour de ces questions de genre, en me concentrant sur le marché du travail et la situation donc des femmes et des pénalités de genre sur le marché du travail. Il faut vous dire que là, on aborde un sujet qui est absolument considérable pour les sciences sociales. Si on se réfère à la masse des travaux, des recherches, des études qui sont consacrées à ces questions, pour ne prendre qu'une illustration, la dernière conférence de l'Association européenne des économistes du travail, le ALE, qui s'est tenue à Bergen, donc, qui réunit à peu près 500 contributions chaque année. Parmi toutes ces contributions, on avait 15% qui ciblaient explicitement les thématiques du genre et des femmes, et plus du tiers des travaux manipulent des statistiques genrées. Donc c'est pour dire l'ampleur de l'intérêt des sciences sociales pour ces questions. Les différences femmes-hommes sur le marché du travail, c'est l'un des sujets les plus étudiés pour les sciences sociales, et donc il est difficile évidemment d'apporter une contribution originale à une telle montagne de production. Et il y a beaucoup de recherches aujourd'hui qui ciblent les violences faites aux femmes, mais il y a aussi le plus grand nombre des travaux qui portent sur les pénalités genrées subies par les femmes sur le marché du travail, en particulier les écarts de salaire femmes-hommes, le fameux gender wage gap, qui est un sujet de préoccupation. À la fois, il y a beaucoup de constats et il y a beaucoup de travaux explicatifs pour essayer d'interpréter les raisons pour lesquelles les écarts de salaire persistent sur les différents marchés du travail. Donc on est en face d'un phénomène qui est très diffus, très général, et je vais même montrer qu'il a un caractère fractal sur le marché du travail. Alors, je vais adopter un angle assez particulier pour dynamiser un peu mon propos, qui est celui des discriminations. Effectivement, la problématique des discriminations est aussi très présente dans l'ensemble de ces travaux. Alors, on peut s'appuyer sur la définition juridique des discriminations. On parle de discrimination quand il y a une différence de traitement sur la base qui porte préjudice à une personne, sur la base d'un critère prohibé par le droit, dans un domaine également qui est défini juridiquement. Et il y a eu, dans le cadre juridique, une sorte d'inflation des critères de discrimination. On en compte 25 à 26 aujourd'hui. Et le sexe est l'un de ces critères. Donc c'est un critère de discrimination parmi l'ensemble des autres. Et il y a beaucoup d'autres critères aussi qui ont trait au genre. Il y a l'état de grossesse, la situation de famille et aussi l'identité de genre. Donc autant de critères sur la base desquels il est absolument proscrit d'établir une différence, par exemple dans l'accès à un emploi, dans l'accès à un logement ou dans l'accès à un service public. Et donc la discrimination, c'est bien sûr un délit, mais c'est aussi un objet de recherche. Et donc c'est un peu l'entrée que je vais retenir. Alors si on veut schématiquement parler de la recherche en matière de discrimination sous l'angle du genre, on a en fait, et sur le marché du travail, on peut en fait diviser l'ensemble des travaux en 2 grands ensembles. On a la plus grande partie des travaux qui portent sur
ce qu'on appelle la discrimination salariale. Alors, c'est des études qui essentiellement reposent sur l'exploitation de sources administratives ou de données d'enquête statistique. Et avec les sources administratives, on essaye de décomposer les écarts de salaire femmes-hommes, de les expliquer par l'ensemble de variables. Et puis, il y a toujours une composante résiduelle qu'on ne parvient pas à expliquer, par exemple par des différences de qualification ou des différences d'expérience. Et cette composante résiduelle est assimilée à une discrimination salariale. Donc il y a la méthodologie, voilà, et celle-ci, elle est héritée de beaucoup de travaux, notamment la référence est Blinder Oharaka, qui, au début des années 70, qui ont l'un et l'autre proposé les premières décompositions statistiques. Et ces travaux montrent que les pénalités salariales ont un caractère diffus, généralisé. On a autour de 15 à 20% d'écart de rémunération moyenne entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, à la fois en France et dans la plupart des pays en fait, où on effectue ce type de mesures. Et il y a un deuxième champ de littérature autour, toujours dans le champ des discriminations en raison du genre sur le marché du travail. C'est les discriminations dans l'accès à l'emploi, discrimination à l'embauche, où là, les méthodologies de référence sont très différentes. C'est une méthodologie vraiment expérimentale, qu'on appelle couramment le testing, et plus exactement, c'est le test par correspondance, qui consiste à fabriquer des candidats fictifs qui vont dont les candidatures vont être envoyées en réponse à des offres d'emploi réelles, et on envoie des paires de candidatures qui sont semblables en tout point, à l'exception d'une caractéristique qui distingue les candidats. Et par exemple, il y aura une femme et un homme. Puis après, on constitue des bases de données avec les réponses qui sont données par les employeurs, par les recruteurs à ces candidatures. Et ces bases de données nous permettent donc de mettre en évidence des différences de traitement, éventuellement à l'encontre des femmes. Il se trouve que dans ce champ de littérature, cet autre domaine, la conclusion générale des travaux est assez différente du premier domaine. En fait, et je vais essayer de le montrer de façon plus détaillée, les travaux montrent qu'il n'y a pas de pénalité systématique à l'encontre des femmes. Dans certains métiers, les femmes rencontrent effectivement des discriminations à l'embauche. Dans d'autres métiers, par contre, c'est plutôt les hommes qui vont être avantagés. Et puis il y a des métiers qui sont neutres au genre, dans lesquels les femmes et les hommes ont les mêmes chances d'accéder. Donc on a un regard sur les discriminations qui est très différent, que l'on regarde les salaires ou que l'on regarde l'accès à l'emploi. Il y a une sorte de contradiction entre ces deux constats, et mon propos, c'est d'essayer d'expliquer, d'interpréter cette contradiction. Alors, les tests par correspondance constituent vraiment un moyen expérimental de surmonter des difficultés méthodologiques posées par l'administration de la preuve dans le domaine donc, du marché du travail et des discriminations. Apporter la preuve d'une discrimination, c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement une différence de traitement entre deux candidats dans l'accès à une ressource rare, par exemple à un emploi, et cette différence de traitement se fait sur la base d'une caractéristique prohibée. Or, dans le monde réel, nous sommes différents sur un très grand nombre de caractéristiques. Si on prend deux personnes au hasard, deux candidats à un emploi, ils vont avoir un très grand nombre de différences. Et donc, il est absolument, très difficile d'établir qu'une caractéristique en particulier a été utilisée pour faire cette différence de traitement. Donc c'est pour ça que, à la fois juridiquement, il est très difficile de prouver les discriminations. C'est pour ça qu'il y a un arsenal juridique extrêmement important dans ce domaine. Mais en fait, une jurisprudence et très peu de cas concrets de procès dans lesquels des auteurs de discrimination ont été condamnés. Mais aussi, pour les chercheurs qui travaillent sur les discriminations, on a beaucoup de mal à les mettre effectivement en évidence. Donc les victimes de discrimination sont souvent de mauvais témoins parce qu'elles n'observent pas la totalité du processus de recrutement, par exemple. On n'observe pas les autres candidats et leur dossier complet. Et puis, les auteurs des discriminations eux-mêmes sont aussi de très mauvais témoins parce que soit ils sont conscients de discriminer et alors ils sont sous le coup d'un délit. Et bien sûr, on ne peut pas les interroger pour qu'ils révèlent qu'ils ont effectivement effectué des discriminations. Soit ils ne sont pas conscients, et c'est l'explication souvent donnée aux discriminations, des stéréotypes inconscients qui agissent à l'insu même des auteurs. Et donc s'ils ne sont pas conscients, c'est aussi de très mauvais témoins.
Donc, comment recueillir des informations sur les discriminations? Eh bien, la méthodologie qui aujourd'hui est de référence, c'est de construire une expérience, comme je le disais, donc dans laquelle on va pouvoir administrer une preuve satisfaisante d'une situation de discrimination. Quand on fabrique de toutes pièces des candidatures, on est sûr d'être en mesure de contrôler l'ensemble des caractéristiques individuelles, non seulement les caractéristiques observables, mais aussi les caractéristiques inobservables, telles que la motivation, telles que la confiance en soi. Enfin, toutes ces caractéristiques qui peuvent jouer un rôle dans l'accès à l'emploi vont être neutralisées dans le cadre de l'expérience. Alors, depuis le début des années 2000, à la fois en sociologie avec un travail de Pager en 2003, et puis en économie avec l'étude la plus citée qui est de Marianne Bertrand et Sandil Moulinathan, les tests de correspondance donc, sont devenus la méthode de référence, et il y a eu un ensemble de survols de littérature à la fin des années 2010 qui ont montré l'ampleur de cette littérature qui est très très importante. Alors ces survols de littérature nous disent que en raison du genre, enfin, s'agissant du critère du genre, nous disent que les pénalités subies par les femmes dans l'accès à l'emploi n'ont pas une régularité, n'ont pas de caractère systématique pour l'ensemble des professions. Alors c'est le cas dans les survols de littérature que je viens d'évoquer, mais c'est le cas aussi pour tous les tests qui ont été réalisés sur données françaises. Sur données françaises, les expériences identifient des professions où les femmes sont pénalisées. Par exemple, c'est le cas de la profession de développeur informatique, sur lequel il y a eu plusieurs travaux convergents dans cette direction. C'est le cas pour les maçons, les électriciens, c'est le cas pour des monteurs, des câbleurs, des préparateurs de commandes. Effectivement, quand on envoie deux candidats semblables, eh bien, la femme, enfin, l'homme va être préféré à la femme. Il y a des domaines, au contraire, où les femmes sont avantagées. C'est le cas dans la comptabilité, c'est le cas pour les ingénieurs commerciaux, pour les ingénieurs de production. Il y a eu plusieurs travaux convergents qui l'ont montré. Et puis, il y a aussi des professions qui semblent être absolument neutres au genre. C'est le cas, par exemple, des plombiers dans une étude récente. C'est le cas aussi des commis de cuisine, des agents commerciaux, des employés administratifs, ou encore des développeurs informatiques, ce qui montre d'ailleurs que les expériences ne sont pas toujours convergentes sur une profession donnée. Donc, on peut illustrer ça plus en détail avec les travaux de recherche qu'on mène dans notre équipe de recherche. Il se trouve qu'on a un ensemble de programmes de recherche dans lesquels on essaye de réaliser des expériences de façon répétée, régulière, avec des protocoles stabilisés. Et en particulier, on a un protocole qui existe depuis 10 ans, qu'on a appelé Desperado, pour discrimination à l'embauche dans la sphère publique, les effets respectifs de l'adresse et de l'origine. Et tous les 2 ans, avec le ministère de la fonction publique, on réalise des tests qui consistent à chaque fois à tester les effets de l'adresse et les effets de l'origine, et puis on rajoute des critères dans chaque test, et notamment on a testé à plusieurs reprises le genre, plus exactement un sexe non modal. Est-ce que, par exemple, dans une profession très féminisée, est-ce qu'un homme a plus de chances qu'une femme d'être effectivement recruté? Et ce que nous disent ces tests répétés, c'est que les critères de discrimination, disons, les plus couverts sont effectivement des critères qui affichent des pénalités régulières. Par exemple, là, vous avez le cas de l'origine, qui est en haut du graphique, pour 2 professions, les cadres administratifs à gauche et les aides-soignantes à droite. Le graphique représente des taux de succès, les taux de retour positifs à une candidature. Et on voit en bleu le candidat de référence, en orange le candidat potentiellement discriminé. Et on voit par exemple que sur les 10 dernières années, pour ces tests de profession répétés avec des protocoles invariants, on a une pénalité qui est relativement stable en raison de l'origine. En revanche, en raison d'une adresse en quartier prioritaire, la pénalité est faible ou disons est peu présente dans l'ensemble des tests. Donc c'est les tests multicritères. C'est intéressant effectivement de tester plusieurs critères à la fois parce comme ça on valide la méthodologie quand on sait détecter une discrimination sur un critère mais pas sur un autre. Et donc on voit par exemple que le critère de l'origine est un critère qui est très saillant, qui va toujours conduire à un impact positif sous forme d'écart de traitement des candidatures, alors que le critère de l'adresse, lui, est très peu discriminant. Et donc le critère du genre, de ce point de vue-là, se distingue des autres critères de discrimination. Il a vraiment une logique propre, puisqu'il est irrégulier, instable. Parfois, on a des pénalités, parfois, on n'en a pas.
Par exemple, ça, c'est les résultats de notre dernière campagne toujours dans le programme d'Esperado. On a ici des pénalités pour des cadres administratifs. Ici, on a des pénalités pour les aides-soignantes selon différents critères. On voit que ici, on a en fait le critère du genre qui, un sexe non modal pour un cadre administratif va se traduire par un impact positif, alors qu'un sexe non modal pour la profession d'aide-soignante ne va pas être significatif. Si l'intervalle de confiance là recouvre 0, l'effet n'est pas effectivement statistiquement significatif. Donc voilà une autre illustration du fait que parfois le genre est pénalisant, parfois il ne l'est pas. Parfois les femmes sont pénalisées, parfois elles ne le sont pas. Une autre illustration, c'est un autre programme qu'on a appelé Mélodie pour mesure locale des discriminations, où on fait des tests localisés dans des métropoles régionales, et on a le projet de couvrir d'ici fin 2025 une quinzaine de métropoles en France. Là, c'est le résultat sur la métropole européenne de Lille. On teste 3 critères, donc une origine maghrébine, le genre des candidats et l'adresse. On voit ici, on est sur une profession qui est assistant de gestion. Eh bien, pour les assistants de gestion, profession très féminisée, on a effectivement une prime à l'embauche d'une femme relativement à un homme. Et on trouve une pénalité en raison de l'adresse et l'absence de pénalité en raison de l'adresse, pardon, et une pénalité en raison de l'origine. Voilà, donc où l'on voit de façon convergente qu'il y a bien une spécificité du critère du genre. Autant le critère de l'origine, il est systématiquement pénalisant. Là, vous avez toutes les pénalités sur 20 ans d'études de discrimination, où on voit que systématiquement, dans toutes les études où on a mesuré l'effet de l'origine, une origine d'Afrique du Nord ou une origine d'Afrique de l'Ouest sur le marché du travail français est systématiquement pénalisée. L'adresse, par contre, n'est pas pénalisée. Et le genre, lui, ça dépend des professions. Donc c'est le seul critère, en fait, la spécificité du critère du genre du point de vue des discriminations, c'est le seul critère associé à une pénalité non systématique. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas victimes de discrimination sur le marché du travail, loin de là. Elles le sont d'ailleurs au titre de tous les autres critères autres que celui du sexe. Et puis, par ailleurs, elles peuvent être potentiellement discriminées dans d'autres domaines que celui de l'accès à l'emploi. Il y a par exemple des travaux qui montrent qu'il y a une discrimination à l'encontre des femmes dans l'accès au permis de conduire en France. Mais ce qu'indiquent les études, c'est que les discriminations subies par les femmes dans l'accès à l'emploi n'ont pas un caractère régulier. Donc il y a un contraste impressionnant avec ce qu'on sait des pénalités salariales dans cet autre domaine de la littérature, en matière de discrimination salariale. Donc, on a une pénalité qui est à la fois d'ampleur forte et qui est couverte par toutes les études, qui est mise en évidence par toutes les études, qu'il s'agisse d'études de portée nationale, de portée régionale ou locale, et même on a des études en entreprise qui montrent que la pénalité salariale à l'encontre des femmes existe. Alors je prends un exemple d'une étude récente qui porte sur un grand établissement financier français, qui est un établissement public, dans lequel, a priori, on s'attendrait peut-être à une absence de différence de traitement, puisqu'il y a beaucoup d'agents de l'État dans cette administration, dans cet établissement. Et ce qu'on met en évidence, c'est qu'il y a un écart de rémunération. Alors, on a pris les rémunérations des 3 dernières années de recrutement, des données exhaustives qui couvrent l'ensemble de l'établissement. Et donc, il y a un écart de 9 000 € dans les rémunérations annuelles entre les hommes et les femmes. Ça correspond à un écart relatif de près de 17%, en prenant par convention le salaire des hommes comme dénominateur. Et donc, quand une femme qui rentre dans cet établissement va avoir effectivement un salaire de 17% inférieur à celui de la moyenne des rémunérations des hommes. On a le même ordre de grandeur pour l'écart sur la France entière, dans les données de l'INSEE. Et puis on a même fait une étude sur mon université, l'université Gustave Eiffel, et on trouve exactement les mêmes résultats. Donc, quelle que soit l'entreprise que l'on considère, l'établissement, l'organisation, on va trouver cette différence. Donc, la question, c'est comment est-il possible d'avoir des pénalités salariales d'une telle régularité et d'avoir une absence de discrimination dans l'accès à l'emploi. Donc, il y a ici une source de contradiction.
Donc la réponse à cette contradiction en fait, est donnée lorsque on regarde l'ensemble des travaux qui cherchent à expliquer les pénalités salariales. En fait, on a trois grandes sources d'explication. Il y a trois facteurs qui contribuent à faire s'écarter les salaires des femmes et des hommes. Le premier, c'est la différence de quotité de travail. Il y a une surexposition des femmes au temps partiel. L'accès au temps partiel est très, très différencié entre les femmes et les hommes. Il y a une différence d'un facteur 3 entre le taux de temps partiel masculin et le taux de temps partiel féminin en France. Et donc, quand on raisonne en salaire mensuel, on a des écarts qui sont beaucoup plus importants que quand on raisonne en salaire horaire. Alors, une fois qu'on a pris en compte cette différence, il reste encore des écarts assez importants, et ces écarts s'interprètent sous l'effet de ce qu'on appelle la ségrégation occupationnelle. De fait, les emplois occupés par les femmes ne sont pas les mêmes que les emplois occupés par les hommes, et les emplois masculins sont globalement plus rémunérateurs que les emplois féminins. Et puis il y a un troisième déterminant qui est présent dans la littérature, qu'on appelle le plafond de verre, qui est que les femmes sont sous-représentées dans chacune des professions. Les femmes sont sous-représentées dans les échelons hiérarchiques les plus élevés, qui sont aussi les plus rémunérateurs. Et donc on trouve ces trois ingrédients, exposition au temps partiel, ségrégation occupationnelle et plafond de verre. On va les trouver dans des proportions différentes dans l'ensemble des organisations et dans l'ensemble des données qu'on utilise pour mesurer les écarts de salaire. Par exemple, dans les études sur l'emploi public, on a les 4/5 des écarts qui disparaissent simplement en contrôlant par les catégories d'emploi, les catégories A, B, C de la fonction publique. Les femmes sont très surreprésentées dans les catégories C, les hommes sont très surreprésentés dans les catégories A. Et quand on prend en compte cette différence de composition, cet effet de structure, on parvient effectivement à expliquer l'essentiel des écarts de rémunération, donc qui sont dus à des effets de composition. Alors, ce qu'il faut bien noter, c'est, si je reprends la problématique des discriminations, c'est que ni le premier facteur, ni le deuxième ne correspondent à une discrimination salariale. Même si dans les décompositions, on parle de discrimination salariale, en pratique, ce terme me semble inapproprié. C'est plutôt des effets, disons, de différence de composition. On pourrait parler de ségrégation. Effectivement, la ségrégation, c'est une concentration des femmes dans certains emplois. Et donc, c'est pas, la discrimination paraît impropre pour qualifier cet état de fait. Et le premier mécanisme et le troisième sont associés assez fortement à une autre caractéristique, une autre source de discrimination, qui sont les effets de la maternité et les inégalités au sein des couples en matière de répartition des charges familiales. Si les femmes sont surexposées au temps partiel, c'est parce qu'effectivement, elles ont en charge la conciliation des charges de famille et d'un temps professionnel. Et il y a un mauvais partage des tâches qui est bien connu entre femmes et hommes de ce point de vue. Alors si on veut aller un peu plus loin et qu'on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a notamment de la ségrégation occupationnelle, en fait, ce qu'on voit, c'est que la plupart des écarts de rémunération entre femmes et hommes se font dès le recrutement. Ils ne sont pas générés à l'intérieur de l'entreprise, mais en fait, dès le recrutement, lorsqu'on justement on différencie, on mesure des écarts de salaire lors des opérations de recrutement, on constate qu'il y a la majeure partie des écarts qui sont déjà présents entre les femmes et les hommes. Et donc, ce n'est pas nécessairement les entreprises elles-mêmes, ça c'est un message important, qui sont responsables de ces discriminations, même si on fait porter largement la charge sur les entreprises. En fait, ces discriminations, ces différences de composition sont largement héritées du système d'éducation, du système de l'enseignement supérieur en particulier, et de ce qu'on appelle la ségrégation genrée de l'enseignement supérieur. Effectivement, les femmes vont être très concentrées dans des filières de formation qui sont finalement les moins rémunératrices, et les hommes, eux, sont très concentrés dans les filières de formation qui sont les plus rémunératrices. Là, par exemple, vous avez le croisement entre la part des femmes et la part des cadres dans chaque filière de formation par grands domaines, notamment les SHF, les sciences humaines et sociales, le droit, économie, gestion. Enfin, quel que soit le domaine, on a un lien assez fort entre part des femmes et part des cadres futurs ou part des rémunérations élevées.
Et en fait, on a également fait un autre programme précisément pour essayer de savoir si cette ségrégation genrée dans l'enseignement supérieur était due à d'éventuelles discriminations. Et à l'aide de tests par correspondance, on met en évidence le fait qu'il n'y a pas de différence de traitement dans l'accès à des formations. Les femmes ne vont pas être discriminées dans l'accès à telle ou telle formation. Par contre, il y a bien en France des discriminations selon l'origine dans ce domaine-là, mais pas selon le genre à nouveau. Donc, pour autant, hein, la partie résiduelle des écarts, c'est la conséquence effectivement de discrimination en raison d'une maternité. Là, je voudrais juste finir sur ce dernier domaine. J'entends une petite... Et effectivement, on a fait des tests dans le cadre de l'opération Desperado 4 pour essayer de mesurer l'impact d'un signal d'une prochaine maternité donnée par une candidate à l'embauche à son futur employeur. Et on a aussi ajouté le signal d'une prochaine parentalité pour un candidat masculin. Et on a mis en évidence le fait que ce simple signal produisait une pénalité extrêmement forte dans l'accès à l'emploi, mais que cette pénalité était d'ampleur comparable pour les hommes et pour les femmes. Donc un signal de maternité a un effet très dégradant sur les chances d'accéder à un emploi. Et il en va de même également d'un signal de future parentalité pour un homme. Et donc, en conclusion, ce qu'on voit, c'est que le marché du travail, donc sur le marché du travail, le genre, en fait, n'est pas un critère de discrimination comme les autres. Hein. Les femmes subissent de fortes pénalités salariales, mais il n'y a pas de pénalités dans l'accès à l'emploi qui ont un caractère systématique. Et les pénalités salariales ne s'expliquent pas principalement par des discriminations salariales, contrairement au nom qu'on leur attribue le plus souvent, mais à des phénomènes de ségrégation dans les professions qui sont largement déterminés au niveau des choix de formation, au niveau des choix d'orientation dans l'enseignement supérieur. Donc, on a bien des pénalités genrées, mais qui ne sont pas nécessairement des pénalités dues au genre, hein, directement associées au sexe. Par contre, il y a une pénalité effectivement qui est très importante sur le marché du travail. C'est lié à une situation de maternité, la présence des enfants. C'est ça qui limite les carrières salariales des femmes. Et même si un homme... S'il y avait une meilleure répartition de la charge liée à la présence des enfants, un homme qui annonce à son futur employeur qu'il souhaite, par exemple, prendre un congé de naissance ou de paternité, il serait confronté en fait à une pénalité d'ampleur comparable à celle subie par une femme. Donc, au total, c'est l'ensemble de ces travaux plaident sans doute pour, en matière d'égalité professionnelle, et il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, mais il faut aussi cibler plus fortement les choix d'orientation dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, évidemment en favorisant l'accès des femmes aux carrières scientifiques, et également à essayer de lutter contre les discriminations associées à la maternité, à la parentalité d'autre part, donc qui ne sont pas les objectifs usuels des politiques d'égalité professionnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très clair et finalement encourageant, parce qu'on a l'impression que maternité et paternité sont aussi une discrimination. Donc, y a-t-il des questions? Il y aura des micros qui vont dans la salle. En attendant, je peux en poser une. Combien, quand vous faites des tests comme ça, combien de lettres envoyez-vous? Enfin, sur quel nombre ça se concerne? Donc, systématiquement, on envoie plusieurs centaines de candidatures fictives. Il y a deux formules de tests. Il y a les tests en réponse à des offres sur le marché du travail, des tests sous forme de candidature spontanée. On a des échantillons beaucoup plus importants pour les candidatures spontanées. Pour l'opération Desperado, là où on a donc depuis 2015, on a fait 5 vagues de tests. Au total, aujourd'hui, on est à 15 000 candidatures fictives envoyées en réponse à des offres. Et donc, on est à chaque fois dans des très grands formats. Aujourd'hui, il est usuel d'avoir des campagnes de tests qui dépassent 10 000, voire 20 000 candidatures, de façon à construire des bases de données satisfaisantes permettant d'observer avec précision des écarts de rendement dans telle ou telle caractéristique. Donc, merci. Donc, je vous demandais de remercier encore Yannick Lorty.